Alors, rebonsoir. Donc, on enchaîne avec notre deuxième rencontre pour aujourd'hui. Alors, la deuxième rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir, c'est Tarek Haddi. Et une fois n'est pas coutume, c'est un entrepreneur qui a écrit un livre. Donc, c'est vraiment, ça nous fait énormément plaisir dans le cadre du programme que nous avons espéré être diversifié, de recevoir un entrepreneur, un homme du business qui a écrit un livre sur une thématique très importante. Le titre du livre, c'est Génération J, J pour Jotéa. La rencontre sera modérée par notre ami Reda Talab, que je remercie énormément. Et donc, je te cède tout de suite la parole, Reda, pour lancer la rencontre. Merci Merci. Ali. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je Merci. reçois mon ami Tarek Haddi pour échanger avec lui sur le superbe ouvrage qu'il a fait. Donc Tarek Haddi Tu as lu? que j'ai lu effectivement, que j'ai lu, mais que je ne commenterai pas. Donc j'interpellerai l'auteur qui est là, qui le commentera mieux que moi. Donc Tarek Haddi effectivement a fait un travail de fond, de recherche très approfondi. Et là c'est ma double casquette qui parle. Donc la casquette de l'entrepreneur aussi, ça nous fait un point commun, mais également la casquette de l'académicien. Donc il y a un travail de fond qui a été fait par Tarek sur une recherche sur l'innovation Made in Morocco, Innovation Made in Morocco. Et il en a sorti 10 principes fondamentaux sur les meilleures pratiques, sur la particularité de l'innovation Made in Morocco. Donc j'aurai le plaisir d'échanger avec lui avant de vous donner la parole pour des questions éventuelles. Tarek, donc merci d'être avec nous. Merci à Et toi. ma première question à toi, c'est que tu te présentes. Je ne l'ai pas fait parce que je préfère que tu le fasses. Tu nous parles un peu de ton parcours, de comment tu te définis aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as envie d'écrire ce bouquin sur l'innovation Made in Morocco. Merci, merci Reda, merci Martin, merci Ali, merci à mon éditeur, Souche Presse et à toute l'équipe. Donc pour me présenter peut-être rapidement et surtout pour faire le lien après 16 années dans une banque de développement ou dans des métiers, des activités similaires au capital investissement dont je vous ai parlé. J'évoluais en tant que directeur financier, directeur délégué de la stratégie, puis directeur général de la banque d'affaires et des financements alternatifs. J'ai fondé Azure Partners, qui est une société de gestion de fonds de capital investissement avec un focus capital risque, donc innovation et capital restructuration dans l'industrie. Azure Partners a la particularité de structurer et de gérer des fonds qui s'inscrivent dans le cadre des politiques industrielles ou les stratégies de développement de l'État, type plan Maroc vert, type plan d'accélération industrielle, type le Innov Invest porté par Tim Wilcom, type relance porté par le fonds Mohamed VI, auquel nous avons participé en amont lors de la conception de ces stratégies. Je suis aussi président honoraire de l'Association marocaine des investisseurs en capital. L'AMIC. L'AMIC, absolument. D'ailleurs, vous avez remporté dernièrement un prix. Tarek, je pense que tu peux en parler. Absolument, du VC, du meilleur VC de l'année 2022. Pour les non-initiés, VC, c'est Venture Capital. Venture Capital, Capital Risk. Voilà. Merci, ça s'applaudit. Hein. Merci. Merci. Et l'AMIC aujourd'hui est devenue, j'en suis particulièrement fier, une véritable institution qui fédère toute l'industrie du capital investissement avec une gouvernance, une organisation rodée, des équipes professionnelles et surtout le principal interlocuteur des pouvoirs publics, des régulateurs, des institutions de développement international, de toutes les parties prenantes de l'investissement au Maroc. Super, et puis, merci. il y a Genji, bien sûr, dont on va parler. Exactement. Un livre, mais qui est devenu aussi un mouvement. Alors, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que, justement, tu peux, peut-être avant de parler du mouvement, de ce qu'il en est, on est là pour découvrir, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre? Pourquoi, à un certain moment, quelqu'un qui a fait un long parcours, riche, dans la finance, dans le capital investment, s'est dit, je vais finalement creuser sur ce qui se passe en termes d'innovation au Maroc et l'innovation made in Morocco. Qu'est-ce qui a été derrière cette motivation? Parce que je sais qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail. Donc si on est un peu motivé, on ne va pas jusqu'au bout. Absolument, absolument, Reda. En fait, je suis parti du constat que si durant la première décennie de ce millénaire, nous avons connu une croissance assez solide, 5% en moyenne,
Nous sommes tombés dans la deuxième décennie sur 3%, et c'est un palier dans lequel j'ai l'impression que nous sommes en train de nous stabiliser, et tu conviendras que ce n'est pas suffisant pour faire les objectifs de notre nouveau modèle de développement. Mais nous ne sommes pas seuls dans ces situations-là. Beaucoup de pays à revenus intermédiaires tombent dans ce que les économistes appellent la trappe des revenus intermédiaires, de middle income trap, et ils l'expliquent par la difficulté de ces pays de passer d'une économie de rattrapage à une économie de l'innovation. Je vais prendre, si tu le permets, 5 minutes. Alors, une économie de rattrapage, c'est quoi? C'est du transfert de technologie, donc de l'imitation sur le plan de la technologie, des business models, des méthodes managériales. On prend ce qui marche ailleurs et on duplique. Et on duplique. D'accord. C'est aussi des barrières à l'entrée dans le cadre des politiques de substitution aux importations et des champions nationaux. C'était les fers de lance des politiques de développement dans les années 70 du siècle dernier. Et c'est également du financement essentiellement bancaire avec l'appui de l'État par des systèmes de garantie, de bonification d'intérêts. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte 3 choses. Un, des phénomènes de concentration, position dominante, et donc des stratégies de protection des pouvoirs de marché. 2, la destruction créatrice ou l'innovation disruptive, comme on dit aujourd'hui, ne fonctionne pas, puisque les nouveaux entrants plus innovants, plus compétitifs sont empêchés en fait de concurrencer les entreprises dominantes. En raison du point 1, parce qu'il y a une concentration des acteurs, donc ça, forcément absolument. Ils empêchent les nouveaux players d'émerger. Absolument. Et 3, comme il n'y a plus de concurrence, ben les dominants n'innovent pas, faute de... Et qu'est-ce qu'il s'ensuit? Il s'ensuit que le capital de ces pays s'accumule, certes, mais avec des rendements décroissants. Et donc, la croissance du pays baisse. C'est le syndrome Argente. Il se trouve que certains pays, c'est le modèle coréen, arrivent à accélérer cette politique de rattrapage pour s'approcher des frontières technologiques et switcher vers des économies de l'innovation qui se caractérisent par de l'investissement massif dans l'économie du savoir, écoles, enseignement supérieur, centres de recherche fondamentale, appui à la R&D, mais aussi à des systèmes de formation et d'apprentissage durant toute la vie. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de mobication, c'est-à-dire une mobilité professionnelle qui repose sur une éducation durant toute la vie grâce à l'exploitation des nouvelles technologies pour la production et la diffusion du savoir. C'est aussi dans ces pays-là des cadres institutionnels qui protègent la concurrence et l'entrée de nouveaux... favorisent justement l'entrée de nouveaux acteurs. Innovants. Et les protègent, favorisent l'ouverture vers l'international, où la compétition internationale permet de mieux capter le savoir et surtout les bonnes pratiques en matière d'innovation. Et puis la flexi-sécurité, c'est-à-dire enlever toutes ces entraves à l'innovation disruptive tout en protégeant les perdants de la destruction créatrice. Et voilà, ils ont réussi à justement à casser ce plafond de verre du développement. Passer de low income trap à cet écosystème finalement qui favorise l'innovation et cette économie de rattrapage où on peut finalement favoriser de l'innovation et donc entraîner l'économie vers des paliers plus élevés que les 3% pour prendre le chiffre que tu as cité. Absolument, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un pays se développe suffisamment, se rapproche, disons, des frontières technologiques, et je pense que nous sommes dans cette configuration, ce qui est le principal moteur de la croissance, c'est l'innovation. Et puis, il y a un effet, bon, c'est démontré, le livre en parle, toutes les études ont mesuré la corrélation qui existe entre l'innovation, généralement mesurée par le nombre de brevets déposés dans le pays, et la croissance du PIB par tête d'habitant. Donc, la corrélation est démontrée. Mais il y a un phénomène encore plus important qui est que l'innovation crée un effet cumulatif
qui a un effet levier très important sur la croissance, parce que l'innovation permet d'améliorer le cadre général du savoir, mais permet aussi à des innovateurs de se fonder sur les innovations des autres pour innover, et on rentre dans un mécanisme avec un effet multiplicateur. Vertueux, Absolument. Alors, justement, tout à l'heure, tu as fait un travail de fond. Je te remercie pour ces précisions. Tu as fait un travail de fond pour revenir sur ces éléments macroéconomiques, j'ai envie de dire, et qui sont très, très bien développés dans l'ouvrage. Et tu en as sorti quelques principes fondamentaux qui définissent quelque part ce qui caractérise l'innovation Made in Morocco. Est-ce qu'on peut parler d'une innovation Made in Morocco? Est-ce qu'on est vraiment différent? C'est une première question, je t'interpelle. J'ai la réponse que j'ai lu le livre, mais est-ce qu'on peut vraiment en parler? Et auquel cas, qu'est-ce qu'il a défini? Et si tu peux effectivement nous dresser un peu le topo par rapport à la dizaine de principes que tu as fait ressortir et émerger à travers tes travaux de recherche. Absolument. Alors peut-être juste pour revenir, avant de revenir aux 10 principes, expliquer pourquoi, effectivement, elle s'insère dans une innovation Made in Morocco. Le livre est né dans une période spéciale, c'était le premier confinement lors du mars 2020, un moment bizarre où on s'est retrouvés tous face à nous-mêmes et souvent loin de nos familles, c'était le cas, mes enfants n'étaient pas avec moi, et on se posait tous la question où allait ce monde? Où allait ce monde? Et de discussion, c'était l'époque des webinaires, tu te rappelles comme on était enfermés, Farid, ML sont là, on organisait toutes les semaines des webinaires de réflexion un peu sur une innovation marocaine. Donc de conversation, lecture, je suis arrivé à la conviction que le monde avait profondément changé, beaucoup plus que ce que l'œil nu ne peut voir, parce que nos biais cognitifs ne nous permettent pas de voir des changements de telle ampleur en si peu de temps. Surtout qu'on est dedans. On est dedans. On n'a pas le recul qu'il faut. Et heureusement qu'il y a eu cette période du confinement qui nous a permis peut-être de prendre un peu de recul. Et effectivement, la tech, accélérée par la pandémie, change notre façon de penser, notre façon de travailler, notre façon de se rencontrer, de consommer, de communiquer. Et puis, en investissant les médias et les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle va jusqu'à perturber notre perception de la réalité. On a du mal aujourd'hui à discerner le vrai du faux. Et puis, pour la première fois, ce ne sont pas des processus industriels qui sont automatisés. C'est peut-être des processus intellectuels qui seront automatisés par l'IA. C'est le mode de pensée qui peut être, effectivement, tu parles de mode de pensée, mais avec les smartphones, les ordinateurs, les Google, autres moteurs de recherche, ce qu'on avait supprimé ou remplacé, c'était un peu notre mémoire RAM. Voilà, c'est notre capacité à stocker des données. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est notre mémoire ROM, c'est-à-dire notre capacité à traiter la donnée. Et donc à réfléchir qui peut être. Et si l'intelligence, bon, on est encore loin d'une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire comment on l'appelle, c'est-à-dire d'une conscience artificielle, mais si un jour l'intelligence silicone remplace l'intelligence carbone, c'est-à-dire nous, on n'est plus dans une simple révolution industrielle, on est dans autre chose. Bref, le monde change profondément. Je parle de révolution anthropologique. Nous sommes dans une nouvelle civilisation. Nous rentrons de plein pied dans la postmodernité. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une opportunité pour nous. Pourquoi ? Parce qu'avec les prédispositions que nous avons, qui sont Aïd Débrouille, pour reprendre la terminologie de Fatima Mernissi, ou la culture Joteya que porte Djenji, ou Juakali en Afrique subsaharienne, ou Jugad en Inde, les autres J de Djenji. En reprenant tout ça, on découvre que nous sommes effectivement, nous ressemblons à ce nouvel équilibre anthropologique. Nous sommes frugaux par nature, faisant toujours plus avec moins. Nous sommes circulaires, on recycle en permanence les biens, les services, les concepts. Nous sommes agiles et itératifs, tu sais, les fameux cycles courts et répétés, essais, erreurs, ajustements sont naturels chez nous. Nous sommes opportunistes dans le bon ou mauvais sens du terme, peu importe, mais nous cherchons toujours l'opportunité dans tout changement. Nous sommes communautaires comme les réseaux sociaux. Je dis souvent que le crowdfunding est une forme numérique de Daret,
ou des tontines africaines. Nous sommes passionnés comme les gens du Sud. Nous sommes décentralisés. Nous sommes... les experts américains disent souvent que le monde d'aujourd'hui est VICA. V pour volatile, I pour incertain, C pour complexe et A pour aléatoire. Si je vous demandais le profil type du Marocain, vous ne me direz pas qu'il est volatile, incertain, complexe, aléatoire. Je suis sûr que oui. Bref, nous ressemblons à ce monde qui se dessine aujourd'hui. Donc c'est de là que vient l'idée qu'effectivement, comment exploiter ces prédispositions naturelles pour faire de l'innovation, d'où les 10 accords Genji ou les 10... les accords de Toltec à exactement, la Tariq. exactement. Alors justement, ce qui est intéressant, Taner, c'est que tu es parti de constats qui ne sont pas nécessairement focalisés sur l'entreprise, qui sont focalisés sur la société. Absolument. Après, ce que tu dis, et ce qui est relaté aussi dans ton ouvrage, c'est que finalement, l'entreprise, on retrouve ses comportements, ses manières de faire, ses manières de réfléchir. Et parce que tu es entrepreneur, ça a été annoncé par Ali. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, au niveau de la société, on constate. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau de l'entreprise? Absolument. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Comment on peut en faire des choses processées? Absolument. Et nous travaillons ensemble dessus. Oui. On en parlera si tu justement, veux. je te tends la perche pour en parler. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le constat est là, il est documenté, il y a une bonne réflexion, mais qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Absolument. Donc, si tu veux bien, je passe en revue les 10 accords Genji. Genji, c'est les nôtres. Et puis, on voit comment on peut les... Parce qu'effectivement, ce sont des principes plus pour inspirer une démarche qui, pour être innovante, s'adosse sur notre raison d'être ou sur notre façon d'être, pour qu'elle soit innovante, pour qu'elle apporte quelque chose au reste du monde, et qui repose sur des principes qui doivent être déployés pour répondre d'ores et déjà à ta question, au niveau de chaque organisation, l'entreprise bien sûr, mais au niveau de toute organisation, des administrations, des associations. Un collectif humain qui ont une vocation. Essayer à son niveau de traduire ces principes pour en faire des méthodes pour déboucher sur de l'innovation made in Morocco. Et ce ne sont que des propositions à déployer, à développer. Donc, premier principe, d'abord, il faut décomplexer et acculturer l'approche de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas que de la tech. L'innovation, ça peut aller des méthodes d'approvisionnement, d'achat, jusqu'aux méthodes de commercialisation, en passant par la production ou le business model de l'entreprise. L'innovation, ce n'est pas que Google, Tesla ou Netflix. Et elle ne se réalise pas que dans la Silicon Valley ou la French Tech. Avec ces références d'ailleurs lointaines et disproportionnées, nos innovateurs se sentent petits joueurs et finissent par copier. Et puis, les méthodes d'accompagnement de l'innovation, j'ai un start-upper en face de moi, qu'on importe à Caton et autres, ne sont pas fertiles chez nous. Ça se saurait si elles avaient donné, depuis les 20 ans qu'on essaie, ça se saurait si ça avait donné des révolutions technologiques qui viennent du Maroc et qui sont originales pour le reste du monde. Non, c'est normal puisque l'innovation repose sur la créativité. Et on ne peut pas créer avec la culture de l'autre. C'est avec Serounia qu'on a innové au foot et qu'on est arrivé en demi-finale. On a innové sur notre façon d'être, nos instincts, nos pulsions, notre culture, pour arriver à les mamans sur le terrain, avec des référentiels culturels communs. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que c'est fondamental finalement. Voilà. Et on a réussi à innover avec ça. Peter Drucker qui disait « Culture, it's strategy at breakfast », c'est-à-dire au-delà de la stratégie, c'est la culture finalement, et la culture, ce sont les référentiels. Absolument. Et c'est un peu ce que tu prônes aussi dans ton ouvrage. Tout à fait. Donc, décomplexer, localiser, oublier les référentiels connus de tous. C'est ça, quitte à les rencontrer, mais en allant librement vers eux. Et les réinventer à notre manière. Absolument. Ça, c'est premier principe. Deuxième principe, c'est qu'il faut s'adosser sur notre agilité naturelle. L'esprit aide débrouille nous enseigne que généralement, on zappe d'abord la case planification, lourde, coûteuse en temps, en énergie et en argent, parce que nous ne sommes pas de bons planificateurs, ça saurait sinon.
Donc, pour passer... Quand on hésite, quand est-ce que le premier jour de Ramadan et l'Eid sont, donc c'est un peu compliqué de planifier. On va dire que culturellement, on ne crée pas les conditions pour. On n'est pas câblé pour ça, disons, et tu as bien raison de rappeler ce... Nous, ce qu'on aimons faire, c'est que rapidement structurer une solution ou un modèle d'affaires, résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, puis l'améliorer de manière incrémentale, puis itérer de manière de toute façon quasi permanente pour rester collé au marché. Donc ça qui est naturel chez nous, figure-toi que c'est devenu la référence dans l'innovation frugale, parce qu'en fait, elle permet d'échouer au moindre prix. Et rapidement. Et rapidement, et de s'ajuster rapidement pour arriver in fine à une solution qui est peu consommatrice de ressources. C'est ça. Troisième principe, bon, c'est le corollaire du deuxième. Prenez des notes, on posera des questions. Hein. Donc, première question, décomplexer, rendre local. Deuxième principe. Sinon, le livre, il y a tout dedans. Oui. Oui. J'allais pas faire du hard sell comme tu le fais, mais sinon achetez le livre. Professeur Redalef. Donc troisième principe, il est lié au deuxième. Si on veut que les cycles essais, erreurs, ajustements fonctionnent, ben justement, il faut mettre l'erreur au cœur de nos processus d'innovation. Promouvoir la culture de l'erreur. Voilà. C'est OK de faire des erreurs. Bravo, absolument. Einstein disait, elle est très connue, celui qui n'a jamais commis d'erreur, c'est quelqu'un qui n'a jamais innové. Et les startups que j'ai le plaisir et l'honneur de rencontrer dans mon activité de venture capital me disent souvent, échouons vite pour réussir vite. Bon, je leur pose question, ça va coûter combien à l'investisseur, évidemment. Ça, c'est le financier qui rappelle. C'est absolument. Ouais. Et puis, c'est la sérendipité, tu connais le concept, c'est cette aptitude à découvrir par erreur, justement, j'allais dire par hasard, mais par erreur, une découverte importante. Tu cherches l'Inde et tu découvres l'Amérique. Et pour cela, effectivement, comme tu le disais, notre culture et notre société doit traiter différemment l'erreur. Elle doit être considérée comme une simple information dans un processus d'apprentissage. D'ailleurs, on dit qu'il est très compliqué de dupliquer le succès. Par contre, on peut très facilement dupliquer les erreurs. Absolument. Donc, on peut apprendre des erreurs. Il est peut-être un peu plus compliqué d'apprendre des succès parce que refaire un Facebook, on sait très bien ce qu'il a fait, mais on ne peut pas le refaire. Exactement. Par contre, faire des ratés, je peux te donner la recette et ça marche très bien. Exactement. Donc, la culture de l'erreur, accepter cette culture. Et l'accepter sereinement. Que nos start-upers, nos innovateurs l'acceptent. Tout est dans le sereinement que notre culture parfois ne permet pas. C'est admis. Parce que quand c'est admis et quand c'est accepté sereinement, ben ça donne une cognition en fait qui dépasse l'échec pour le transformer en expérience. C'est ça. Principe suivant, c'est faire simple. Les entrepreneurs frugaux, aussi complexes soient-ils eux-mêmes, privilégient toujours la simplicité sur toute la chaîne de valeur de l'innovation, de la conception jusqu'au service après-vente. Et à chaque étape, ils se concentrent toujours sur la réponse la plus simple qui peut être mise en œuvre pour répondre aux besoins. Le désir de sophistication est purement occidental. Oubliant que le mieux est l'ennemi du bien. On voit où ça a mené la planète. La sophistication, ce n'est pas nous, comme la planification tout à l'heure, et tant mieux parce qu'elle ne ressemble pas au monde d'aujourd'hui. Et puis, il faut éviter de prioriser la technologie à tout prix. On peut faire de l'innovation autrement, on l'a dit, que dans la technologie, et surtout laisser les besoins dicter les innovations et non pas le contraire. Pensée circulaire, le principe 5. Celui-ci, je ne sais pas si vous savez que le mot jotéa vient de jeter. On parle de circulaire, il vient de jeter. Les Marocains récupéraient les biens abandonnés par les colons, les customisaient, comme on dit aujourd'hui, donc les adaptaient à nos usages, à notre esthétique, à nos besoins, et les vendaient dans la jotéa, qui est le marché des biens recyclés dans les villes et c'est à la base de l'économie circulaire qu'il faut y revenir et y être attaché. Pensée circulaire. Principe 6, l'empathie avec nos communautés. Là, c'est bien décrit dans le livre, ce sont les entrepreneurs Jugaad en Inde qui ont démontré qu'ils étaient capables de créer de la valeur, donc de la richesse, en intégrant les besoins des communautés les plus démunies et ce qu'ils appellent intégrer les marges et les marginaux. Donc cette empathie qu'ils ont
avec leur communauté et les marginaux d'entre elles leur ont permis de développer des modèles d'affaires viables économiquement et rentables. Et puis, contrairement aux Occidentaux, ils intègrent les exclus en amont du processus d'innovation. Ils ne font pas comme les Occidentaux. Ils réfléchissent pour eux, ils Voilà, réfléchissent avec eux. Voilà. Et ils ne font pas comme les Occidentaux dans leur stratégie low-tech, parce que tout le monde maintenant développe des stratégies low-tech. Ils essayent d'adapter des produits ou des solutions initialement structurées pour des populations aisées, complexes, sophistiquées, pour l'adapter à des populations. Et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je le dis pour nos entrepreneurs, le marché de la low-tech explose dans le monde, notamment en Occident. Pourquoi? Parce qu'il y a la polarisation qui bat son plein en Occident. Gabriel en a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est des milliards de consommateurs qui cherchent des produits, des solutions à bas prix. Et donc, tout cela est une opportunité pour nos modèles d'affaires frugaux. Se rajoute à cela la diversité de plus en plus importante sur ces marchés-là, en Occident, du fait des flux migratoires. Qui vont s'accélérer avec la fragmentation du monde, avec les catastrophes naturelles qui vont se multiplier. Et donc ça ouvre aussi à nos entrepreneurs made in Morocco des marchés ethniques dans tous les secteurs. Ensuite, principe 7, la transversalité. Je vais essayer d'aller vite. Bon, la transversalité, c'est très simple. Comme il est impossible dans un monde VICA de prévoir tout simplement comment les choses vont évoluer, vaut mieux investir dans plusieurs directions à la fois, dans des sens différents, voire opposés, parce qu'il y a des solutions qui ne vont pas aboutir pour que certaines arrivent. Et ça, d'ailleurs, c'est un principe de base d'innovation. Si on veut augmenter son taux de réussite, il faut augmenter son taux d'échec. Il faut ouvrir plus de chantiers. Exactement. Et c'est notre métier de venture capital. Le capital risque fonctionne comme ça. Nous investissons dans un portefeuille de start-up, sachant que certaines vont mourir, que même beaucoup vont mourir, et que celles qui vont fonctionner. Tu dis aussi très bien dans ton ouvrage, je pense qu'on l'oublie, la Silicon Valley, le taux d'échec dépasse les 95%. Absolument. On ne parle que des 1,5-2% qui réussissent. Absolument. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de déchets, mais qui est nécessaire. Absolument. Absolument. Huitième principe. La subsidiarité, en fait, va du principe que comme le monde est devenu tellement volatile, les bonnes décisions, pour les prendre dans les bons délais, il faut que ce soit les gens qui soient les plus proches de l'exécution, de l'action pour les prendre. Donc il faut casser la hiérarchie entre conception et exécution. Ensuite, 9e principe, l'intelligence collective. Ça va vous paraître évident, face à la complexité du monde, à la volatilité, aucune intelligence individuelle ne peut faire le poids. Il faut mobiliser de l'intelligence collective, l'IC, puisqu'on parle d'IA, parlons d'IC pour l'intelligence collective. Et ces processus d'intelligence collective, non seulement permettent de mobiliser des capacités intellectuelles pour traiter du collectif, pour traiter les problématiques, mais elles permettent une meilleure cohésion des groupes au sein des organisations, pour ne pas se limiter aux entreprises. Et puis des mécanismes d'ouverture à l'intelligence collective extérieure peuvent compléter les dispositifs internes en faisant participer toutes les parties prenantes, clients, fournisseurs, syndicats, collectivités, etc., à la confection des solutions et au développement des solutions et de l'adaptation des business models des entreprises et des organisations. Puis c'est également un puissant outil pour faire de l'innovation frugale, parce que tu sais que le crowdsourcing, aujourd'hui, te permet à toute organisation d'accéder à des millions d'internautes dans leur diversité, qu'ils soient professeurs, enseignants, chercheurs, étudiants, consommateurs, pour les faire travailler sur des problématiques d'innovation de l'entreprise, et souvent gratuitement. Et enfin, 10e principe, il faut s'entourer de gens qui revendiquent un besoin de sens et de lien. La recherche, la responsabilité et d'être en mission, quelque chose de fondamental aujourd'hui. À mon sens, le cri de ralliement le plus puissant de Walid Regragui, c'était « nous sommes en mission ». Nous sommes en mission. Pour moi, c'est ça qui nous a menés en demi-finale. Les profils en quête de sens, de mission, de lien, sont sociologiquement plus agiles.
est plus apte à la coopération et au collaboratif, contrairement au profil drivé par la carrière, par les primes, par la compétition, qui crée des sociologies claniques ou qui reposent sur le rapport de force politique dans l'entreprise, et donc au détriment de l'initiative, du risque, de l'agilité. Justement, je voulais commenter ça, Tarek. Quand j'ai lu le livre, en fait, en arrivant au 10e principe, je me suis dit, ben, finalement, c'est le principe fédérateur. Parce que finalement, les 9 principes n'ont de sens, c'est le cas de le dire, que si le 10e est présent. Parce que finalement, c'est le sens qui permet la culture de l'erreur, c'est le sens qui permet de prendre du risque, etc. Donc, pour moi, il était bien positionné le 10e, parce que c'est une sorte de synthèse finalement qui donne du sens. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est très juste. Comme quoi, et je le disais toujours, le livre, dès qu'il sera sorti, il ne m'appartiendra plus. Tu vois, voilà. Il y a ta photo dessus, ça va être difficile quand même. C'était justement pour dire que c'est le mieux, que ça reste. Tarek, on ouvre si tu veux là. Non, je voudrais juste peut-être avant d'ouvrir que tu nous dises, tu nous parles un mot de la dynamique Gen J ou Gen J, la génération J. Au-delà du livre, le livre n'est pas l'aboutissement de quelque chose, c'est le démarrage de quelque chose. Et tu as lancé une dynamique avec un certain nombre de personnes. J'en fais partie, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'en faire partie. Mais je voudrais que tu en parles un peu, en 2 minutes, de quoi il s'agit, c'est quoi la dynamique, qui est derrière et quelle est l'ambition derrière? Tout simplement, absolument. D'ailleurs, tous mes droits d'auteur iront au financement de cette fondation que nous sommes en train de créer ensemble. Donc, achetez le livre. Voilà, vous ferez ce sera dans votre mission. Voilà. Et puis, la fondation Gen J, c'est ça la question, en 2 mots. Elle porte pour les générations à venir, que nous construisons ensemble, cette ambition de faire de l'économie de l'innovation, de la transition vers l'économie de l'innovation, un vrai projet de société qui puisse mobiliser et retenir nos jeunes et nos talents qui malheureusement aujourd'hui fuient massivement le pays pour se chercher un avenir ailleurs. Aujourd'hui, l'innovation frugale façon Jugaad en Inde est enseignée dans les grandes universités américaines et européennes parce qu'ils veulent apprendre à leurs dirigeants, futurs dirigeants, à faire plus avec moins, à réduire la complexité en éliminant le superflu, à inclure les marginaux. Donc, toute cette philosophie qui porte le monde postmoderne, ils sont en train de l'enseigner. Il me semble qu'il est temps chez nous d'adopter pleinement l'esprit d'entreprise Aide Débrouille et la culture Jotéa, de l'enrichir, le développer par la pensée, par les débats constructifs, mais aussi par la recherche scientifique dans les universités, dans nos grandes écoles, et aussi par essai, erreur, ajustement, parce que ça se fera, de les enseigner dans nos écoles et dans nos universités, de les déployer dans nos entreprises, comme ce que nous souhaitons faire sur cela, ces principes pour des méthodes d'innovation made in Morocco, mais aussi chez nos clusters, nos incubateurs, et autres accélérateurs, et d'en faire, comme en Inde, pourquoi pas, un soft power pour le Maroc. Demain, des instituts Gen J pourraient rivaliser avec les instituts Confucius qui font florès en Afrique. Merci beaucoup, Tarek. Je vous demande quand même de l'applaudir avant d'ouvrir la... Merci pour ta générosité, très riche. La parole est à la salle pour des questions éventuelles. Profitez du fait que Tarek soit là. Si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions à partager. Oui. Merci déjà pour la lecture du bouquin que j'adore et je suis votre parcours depuis un moment. Ma question est notamment vers la verticalisation. Aujourd'hui, comme dit Peter Thiel, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui se reconvertissent, les salariés qui se reconvertissent vers de la tech. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tant qu'ex-PE investor, qu'il y aura des sociétés, des grands organismes qui seront ouverts vers la verticalisation, qui permettront à leurs salariés de se reconvertir en entrepreneurs en créant des startups en interne, et puis il y aura un rachat de cette startup qui pourra verticaliser en amont avec les directions de l'entreprise, et comme cela, on pourra supporter beaucoup plus l'innovation. Oui, très bonne question. Moi, je pense que c'est un des aspects fondamentaux de tout le travail que nous avons entamé. Comment, en entreprise, encourager
développement d'une innovation en interne, pour de l'intra-entrepreneuriat au niveau de l'interne et de l'incubation en interne autour des sujets qui intéressent l'entreprise, bien sûr. Vous êtes dans une banque, d'ailleurs c'est la même banque dont je parlais tout à l'heure au début, banque de développement. Donc bien sûr les fintechs sont un champ énorme. Bon, il y a encore des problèmes de réglementation à lever, mais il est fondamental que des banques, par exemple, organisent, incubent en interne les profils entrepreneuriaux dans leurs équipes pour qu'ils puissent aller vers ça. Juste peut-être précision, je ne suis pas XP, je suis toujours private equity, je gère toujours des fonds d'investissement. Donc voilà. Et je te laisse peut-être compléter la réponse parce que... Non, je t'en prie, on est là pour t'écouter toi, Tarek. Voilà. Tu me le Parce que demandes, ce je vais te dire. travail, Oui, je voilà. pense que effectivement, étant un peu impliqué, ça fait partie, comme tu dis, des fondamentaux. C'est-à-dire que je pense que le GNG, c'est aussi de trouver une méthode, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, qui applique les principes finalement retenus. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner envie de tester des choses. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une dynamique de certaines entreprises qui le font. Certaines, disons-le, c'est pour avoir un rapport RSE où ils disent qu'on incube des startups. Mais il en faut aussi, c'est OK comme ça. Et si ça peut donner une entreprise sur 100, une startup sur 100 qui sont incubées dans un grand groupe et qui donne quelque chose, tant mieux. L'idée n'est pas de brider, au contraire, je pense que l'esprit GNG, c'est justement de permettre ce type de test, j'ai envie de dire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On aura compris pourquoi et on passera à l'étape 2 ou peut-être ça marchera à ce moment-là. Donc c'est vraiment l'esprit et la culture qui est prônée par la dynamique GNG. Et nous, dans notre effort de diffusion des principes GNG, lorsque nous rencontrerons des entreprises et lorsque nous travaillerons avec le management sur comment développer de l'innovation Made in Morocco en interne, ben, ce sera un des axes majeurs. Une autre question peut-être, une réflexion? Micro pour madame, s'il vous plaît. Alors, félicitations, Monsieur Hadi, pour votre livre Genji. Ma question est la suivante. En fait, vous avez dit qu'il faut accepter nos erreurs. Oui. Comment peut-on intégrer ce concept ou bien cette idée dans le système éducatif marocain? Et ma deuxième question, can you give us a piece of advice for the Moroccan generation or the Moroccan youth in the economics field? That's my question. Alors, la question de l'éducation est fondamentale. Vous posez vraiment la question. Toute la troisième partie du livre ne traite que de ça. Et effectivement, la partie traitement de l'erreur, vous la trouverez dans la troisième partie. Mais ça, c'est un travail de fond que se donne aussi pour objectif, pas de faire. Nous avons des institutions pour ça. Mais dans le travail de sensibilisation, c'est une priorité, c'est d'aller vers les systèmes d'éducation nationale, comme les écoles, les lycées, les universités, pour faire bouger les choses dans ce sens-là. Ce serait trop long de vous le décrire, mais la troisième partie ne parle que de ça. Merci pour cette question, parce qu'elle est fondamentale. Le deuxième? Elle a demandé un conseil pour les jeunes générations, finalement, comment faire vivre l'esprit GNG et finalement et contribuer à cette dynamique quelque part. Ben, en fait, c'est les 10 principes. Mais si on a le plus important, bon, pour ne pas... C'est exactement s'entourer de gens qui cherchent du lien et du sens et revenir au premier, acculturer, ne vous laissez pas impressionner par... Et revenez à vous-même. Voilà, merci à vous. Le micro est en train d'arriver. Il y a une question, madame en blanc, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Hadi, pour ce livre. Étant universitaire et étant en contact avec les générations depuis 33 ans, j'estime que l'éducation, c'est vrai, elle doit faire beaucoup d'efforts dans notre ministère et tout, mais j'estime aussi que les chefs d'entreprise, etc., devraient aussi faire l'effort de venir aux universités et de voir un petit peu ce qui se passe. Quand on a une université comme l'Université Mohamed V, qui a 87 000 étudiants, cette année 89 000 inscrits, vous savez l'effort qu'on doit faire pour placer nos étudiants dans les entreprises, pour taper aux portes, pour demander aux gens, pour quémander, pour supplier. C'est incroyable, alors qu'il devrait y avoir, je dirais, une étroite collaboration. Quand on voit d'autres universités privées où ils ont des conventions avec des entreprises et des startups pour avoir un quota, alors que nous, nos étudiants, ils sont un peu lésés. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment
une réflexion sur cela pour tirer vers le haut l'enseignement public et faire en sorte qu'il y ait une équité, je dirais, de placement d'étudiants. Vous ne pouvez pas savoir, quand j'étais au JTEX, de voir tous mes étudiants à la fac qui ont fait leur start-up. Et vous ne pouvez pas savoir que quand on n'a pas tellement de moyens, ce qu'on fait cogiter son esprit pour vraiment créer le meilleur. Donc, tirer ces gens vers le haut et essayer un petit peu de faire plus ce genre d'événements dans les facs, dans les institutions publiques. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Je suis tout à fait L'université de d'accord. Casa, c'est 110 000 étudiants. Donc, vous voyez un petit peu le nombre qui s'accroît chaque année et le nombre aussi d'opportunités qui reste un peu le même. Merci à vous pour cette génération. Merci, madame. Non, tout à fait aligné avec vous. Nous avons convenu que nous allons donner la priorité effectivement dans nos sorties. Bon, malheureusement, nous sommes un petit mouvement. Nous sommes une dizaine de personnes. Voilà, c'est un mouvement associatif qui est libre et indépendant. Et bénévole. Et bénévole, bien sûr. Ben, la preuve, tout à fait. Donc, on s'est quand même dit, avec Si Amin, mon éditeur, qui est là, qu'on donnera la priorité au public, effectivement, dans nos sorties. Maintenant, ce que vous dites, et nous, personnellement, je répercuterai ce que vous dites dans la CGEM, par exemple, au niveau de la Confédération des autres. Voilà, bon, ça me permettra de relayer. Abouti, il faut le refaire. Voilà, Exactement. nous, au niveau de l'AMIC, on a 5 postes chez eux, donc on les exploitera parce que c'est très important. En fait, on le fera. Vous avez ma promesse. Si je puis me permettre, Tarek, en complément, je pense que c'est un sujet où justement il ne faut pas innover. Il y a des modèles qui marchent. Et l'un des modèles qui marche le mieux, le modèle anglo-saxon, c'est que dans les instances universitaires, dans le conseil d'administration de l'université, il y a des entreprises. Et après, il faut décliner. Dans les lycées, il faut des gens de l'université. Dans le collège, il faut des gens de lycée, et ainsi de suite. Comme ça, c'est les clients futurs, le réceptacle, le produit de l'institution. Du primaire, c'est le collège. Les gens du collège doivent dire voilà ce qu'on veut que vous nous donniez comme produit, et ainsi de suite. Et finalement, à l'université, il faut des gens de l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut du courage et de l'audace politique pour faire changer la gouvernance. Et je pense qu'il ne faut pas innover justement, parce que des fois, il s'agit de ne pas innover, il s'agit d'appliquer des choses qui marchent. C'est aussi OK comme ça. Absolument. Une autre question pour monsieur pardon, pour madame, déjà, vous avez pris le micro, désolé. Oui, bonsoir. Votre exposé m'a beaucoup intéressé. Cependant, il m'a intéressé pour, on va dire, beaucoup de personnes qui ne font pas confiance à la créativité, à la culture, à la capacité d'innover avec peu. Donc cette frugalité m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup pensé aussi aux diplômés chômeurs, etc., qui manquent de créativité parce que tout leur fait peur par rapport à la création d'entreprise plutôt que de start-up, que je ne connais pas très bien cette terminologie. Maintenant, ce qui m'effraie, c'est cette notion de hate débrouille que je partage entièrement et qui permettrait beaucoup aux personnes de s'en sortir, quoi. Comme le mot le dit, hate débrouille. Ce qui me fait peur, c'est la division du monde. C'est-à-dire, il y a d'un côté, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, donc une technologie, un développement, enfin voilà, tout ce qui est cette émancipation à outrance peut-être de l'informatique. Et à côté, on propose des modèles où basez-vous sur votre culture, sur vos moyens, sur ce que vous pouvez pour créer, pour survivre, pour vivre. Est-ce que le monde va être divisé avec ceux qui vont partir très loin dans les hautes technologies et ceux qui vont rester à se débrouiller? Merci. Non, c'est très important en tout cas de clarifier ce point, parce que il n'est pas du tout que nous soyons, nous, dans des systèmes juste on se débrouille et on laisse les autres faire l'IA. Ce n'est pas du tout ce que je dis. On dit au contraire que nous, aujourd'hui, nous sommes en mesure de mieux exploiter cette révolution numérique. Il suffit de voir juste avec quelle agilité nos enfants domestiquent ChatGPT.
Nous, ce que nous avons dans notre culture, c'est en tout cas ce que j'essaie de démontrer, et vous avez bien fait de poser la question parce qu'il ne faut pas qu'il y ait absolument pas de doute et de flou sur ça. Nous ne sommes, il n'est pas, on va juste faire des tapis et laisser les survivre en vendant des tapis. Et au contraire, nous, notre maillage, ça va être dans l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser à armes égales avec eux en faisant des instruments et des outils, n'est-ce pas, et pas des concurrents. Il suffit de voir, effectivement, moi je fréquente nos start-upers, avec quelle agilité, justement, ils sont impressionnants, comment ils utilisent ces nouvelles technologies qui vous paraissent un peu lointaines, mais qui sont au bout d'un clic de n'importe qui. Aujourd'hui, vous pouvez, ChatGPT, vous l'utilisez que si vous êtes au Mali, si vous êtes au Maroc, il est à la disposition de tout le monde. C'est ça qui change par rapport à la révolution industrielle précédente, où les usines étaient là-bas et les marchés ici. Aujourd'hui, l'intelligence, elle est partout, elle est sur nos ordinateurs et elle est à notre disposition tous, le savoir aussi. Et je vois nos jeunes avec elles, justement, avec ces prédispositions et débrouillent, comment ils sont capables de les utiliser mieux que les autres. Et sur ce terrain-là qu'est Djenji. Merci Tariq. Une dernière question. Oui, moi-même je suis économiste. Je vous félicite pour l'effort de réflexion. Je suis aussi chercheur associé à l'Institut royal d'études stratégiques, que vous devez peut-être connaître. Ma question, je suis aussi un ex-diplomate. Ma question est par rapport à la géopolitique actuelle. Vous avez bien dit que pour passer à un autre stade de développement, notamment à l'émergence économique, il faut un taux de croissance économique qui doit être au moins le double du taux de croissance démographique. Maintenant, nous sommes sur un plafond de 3%. Il nous faut à peu près 6-7% pour effectivement passer à une autre étape qualitative. Mais nous avons une géopolitique très contraignante au niveau marocain, c'est l'absence d'intégration régionale maghrébine. Le coût du non-Maghreb, par exemple, coûte 2 à 3%. Or, cette géopolitique va être quand même, dans les années à venir, très contraignante, surtout avec les bruits de bottes de notre voisin de l'Est. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tenir compte, dans ces modèles d'innovation pour les jeunes, de ces contraintes géopolitiques pour essayer aussi d'aller chercher des marchés un petit peu en dehors de notre sphère, notre aire de voisinage naturel, qui devrait être le Maghreb. Bon, Sa Majesté, bien sûr, a bien mis l'accent sur le prolongement africain et nous sommes dans cette dimension et c'est très important. Mais je voulais savoir si dans votre ouvrage, que je lirai bien sûr avec beaucoup de plaisir, si vous avez pris en compte un peu ces aspects-là, surtout que l'Algérie vient d'être élue aujourd'hui au Conseil de sécurité comme membre non permanent. C'est pour dire un peu les difficultés qui nous attendent de ce côté-là. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre question pertinente. Donc, dans mon ouvrage, je traite effectivement beaucoup d'Afrique. En fait, toute la deuxième partie est consacrée à... Et là où vous avez absolument raison, c'est que avec la mondialisation et accéléré par la tech, par les nouvelles technologies, ça a rendu les pertes potentielles de la non-innovation énormes et surtout les gains potentiels parce qu'aujourd'hui, d'un clic, votre innovation peut diffuser dans le monde entier. Aujourd'hui, évidemment, nous avons ces contraintes, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans l'industrie d'antan avec des usines qui fument et avec des marchés petits parce qu'on ne va pas vendre nos gobelets, nos machins, etc. Nous sommes dans de l'immatériel essentiellement. Le monde est notre marché. Donc nous, cette économie de demain, la nouvelle économie, n'aura pas ces problématiques. Et puis la véritable réponse était dans votre question, c'est le rôle leader que nous avons dans la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, qui pour donner de la profondeur à nos entreprises innovantes. Et elle est fondamentale. Merci beaucoup Tariq. Une dernière question.
Allez-y, madame, je vais vous donner mon micro. Si vous pouvez être synthétique. Vous avez parlé de l'agilité numérique, qui est un atout pour l'innovation. Alors aujourd'hui, nous sommes perplexes. Est-ce qu'il faudrait donner libre accès à nos enfants, aux écrans, aux jeux vidéo et tout Quel ce qui âge? s'ensuit? Quel âge? Alors là, c'est pour ça. Oui. C'est la Combien? réponse. C'est Oui. la réponse que je voudrais. Oui. Ou bien, il faudrait vraiment leur interdire accès à ces outils. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, c'est une très bonne question et en tant que père, j'ai eu à la gérer. Bon, dans l'absolu, je suis contre les interdictions et la liberté est fondamentale dans tout processus d'innovation. Mais il faut protéger nos enfants quand ils ne sont pas à un âge suffisant pour pouvoir utiliser, exploiter surtout les réseaux sociaux. Par contre, les habituer très jeunes à pouvoir utiliser de la technologie, même de l'informatique de base, dans le livre, je parle beaucoup parce que ça se fait partout dans le monde. Oui, le langage informatique est un langage comme l'anglais, comme l'arabe, et c'est le langage de demain. Et comme vous le savez, tous les langages s'apprennent très tôt. Et sinon, on est dépassé. Donc qu'ils aient un contact avec des langages informatiques encadrés et tout, mais pas ouverts évidemment. Après, si vous pouvez me poser à quel âge, je ne sais pas, ça dépend dans l'évolution de l'enfant. Je ne sais pas, Farid pourrait peut-être, voilà. Mais moi, les miens, à partir de 13, leur maman est là, voilà, 13, 14 ans, c'était accessible et ouvert, bon, toujours un œil derrière. Et c'est important qu'ils puissent jouer avec le monde entier pour être citoyens du monde. Merci Tarek. Alors, je vous annonce qu'il y a une séance de signature qui est toujours prévue. Donc pour les gens qui prennent le livre, Tarek est encore là pour dédicacer. Je vous demande de l'applaudir.